Est-ce que j'ai besoin de rappeler que le match des invités, je ne sors pas les gants de boxe, c'est pas un match entre nos deux invités, c'est un partage en fait c'est pas David dans Poujada, l'émission. c'est ça. Exactement. C'est un partage dans cette émission où les sociétaires vont vous poser des questions, ça vous en avez l'habitude, mais vous allez vous-même vous poser une question dans quelques instants, mais je vais démarrer d'abord avec quelques questions pour Frédéric Touzelet. La première question que je voulais vous poser, vous avez fixé une forme de feuille de route dans ce mandat à Générac avec un investissement, je crois, de 9 millions d'euros. Est-ce que le pari est tenu ? Le pari sera tenu dans la mesure où les dossiers seront acceptés et qu'on n'aura pas de problème en termes de temporalité. Sinon, ce sera tenu sans problème. Donc c'est vrai qu'il nous reste quelques investissements à faire. La dimension de Générac aujourd'hui est en train de changer, comme beaucoup de communes d'ailleurs. Oui, parce que vous avez de nouveaux habitants qui arrivent aussi sur Générac. Oui, enfin, surtout on essaie de gérer l'après 2026 avec peut-être la prison si elle arrive. Et donc là, on est en train de réfléchir avec nos collègues de Millau pour savoir de quelle manière on va pouvoir accueillir quelques fonctionnaires qui vont venir travailler. Je sais pas si c'est des fonctionnaires, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui vont venir travailler. Mais au-delà de ça, Générac est un village où on a essayé toujours de rester dans la mesure d'une identité périurbaine. Donc on n'a pas eu vocation à trop grandir. C'est ça qui fait notre force aussi. Tout à fait. Mais il y a quand même un élément clé sur effectivement alors, cet apport de population supplémentaire, c'est qu'il y a une stratégie aussi de construction de nouveaux logements sur Générac, puisque je crois qu'il y a une trentaine de nouveaux logements qui vont arriver. Oui, là. alors bon, il faut savoir que Générac est une figure emblématique de la carence. Ça, j'y reviendrai pas, parce que je tiens à vous le dire, on s'est réunis avec 20 maires, et d'ailleurs, 20 maires, c'est transpartisan. On peut en dire un mot sur cette crise du logement qui touche tout le monde. La crise du logement, c'est très simple. Aujourd'hui, il manque quelques milliers de logements. Si tout le monde se mettait à en construire, pas seulement les communes SRU, où il y a une discrimination de 2700 communes sur 35 000 qui sont obligées de construire du logement, ou de payer une amende. Ou de payer une amende, peut-être on aurait résolu une part des problèmes. Ça aussi, c'est le législateur qui va faire changer les choses. On s'est regroupé avec 20 communes au-delà de l'agglomération, qui sont toutes carencées, parce qu'il faut savoir, je vais vous donner un exemple. Générac, 4000 habitants, il fait partie de l'agglomération de Nîmes Métropole. D'accord ? Ok ? Je prends un exemple. Beauvoisin fait partie de la Petite Camargue. Nous sommes autant carencés l'un que l'autre. Générac, parce qu'il y a une agglomération de 150 000 habitants, paye pratiquement 200 000 euros de carence. Et je serai à Beauvoisin en Petite Camargue, je ne payerai rien. Donc, vous voyez un peu l'ineptie entre deux communes qui sont à 300 mètres l'une de l'autre, qui ont les mêmes similitudes. Une prend 200 000 euros et l'autre prend rien. Bon, toutefois, vous essayez en tout cas d'être moteur dans la capacité de faire du logement, parce que je crois qu'il y a 4 hectares aussi que vous avez mobilisé là-dessus. 2 exemples. 11 ans pour faire des logements sociaux sur Rivière, 11 ans. Là, on en a 18 qui arrivent, ça fera 5 ans. Et comme on est en démarche triennale, on n'obtient jamais finalement le nécessairement non. Donc on est carencé. On n'y arrive pas, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on se rebelle un peu, mais c'est normal. On touche à notre budget, et notre budget, nécessairement, pour le fonctionnement, il vaut mieux le mettre pour faire plaisir à nos habitants aussi, et puis pour faire des investissements. Quoi. Voilà. Donc oui, Générac bouge, et je pense qu'on est en train de réaliser quelque chose de sympathique. Il y a un sujet également que subissent toutes les communes qui sont, genre même si vous êtes dans un périmètre urbain, il y a un sujet également, c'est la désertification médicale. Là aussi, vous avez un projet de maison de santé sur Générac. Nous, on a résolu le problème grâce à... Vous n'avez pas fait appel à Carole Delga ? Non, pas du tout, parce que j'avais pas besoin d'elle à ce niveau-là. J'avais sûrement besoin d'elle dans notre dossier. On fera le nécessaire. Non, on a la chance d'avoir des médecins pugnaces, tenaces, et nous on a la chance aussi d'avoir une ouverture d'esprit qui fait qu'on s'est rencontrés les uns les autres. Donc ils vont construire sur un parking municipal. On a vendu le parking. Il va y avoir 3 médecins, plus sûrement 2 à l'avenir, très rapidement. Donc, c'est une future maison de santé, c'est ça ? Alors, c'est pas une maison de santé, c'est une maison médicale qu'ils ont créée eux-mêmes. D'accord. Et à côté, il y aura une maison libérale où on aura les kinés, les ostéos et les infirmières. Donc, 2 projets complètement distincts. Parce que c'est compliqué, vous le savez très bien, de faire un projet à 30. Donc, il vaut mieux le faire à 5 et puis à 15, ça va plus vite. Nous, on a mis la clé... Au niveau de la temporalité, on le disait tout à l'heure, on a souvent des dossiers qui sont très longs. Là, vraiment, on a accéléré le processus. Et finalement, fin 2025, si tout va bien, on aura la maison avec 5 médecins qui sera à 50 mètres du centre et la maison avec 11 libéraux. Voilà, on a eu cette chance-là.
Mais bon, ça vient aussi que Générac est prisé et que ces médecins ont voulu rester. Et ça, c'est pas notre... L'intérêt d'une cité, vous êtes historien, c'est d'avoir aussi l'équilibre entre les réseaux, entre les commerces, entre les équipements publics, et normalement, la population reste. C'est ça qui est important. On a créé d'abord cette appartenance à travers tous ces projets qui font qu'on a une population aujourd'hui qui cherche la qualité de vie. Allez, 2 questions rapides sur Nîmes Métropole, puisque vous êtes premier vice-président à l'agglomération de Nîmes. Bon, je le disais tout à l'heure en introduction, ça a été une belle semaine, la semaine dernière, pour Nîmes Métropole et pour son président Franck Proust, mais vous aussi, puisque vous êtes son premier vice-président. D'abord, le sujet autour de Transdev et du marché de transport Keolis, du coup, je veux dire, il est réglé. C'est terminé. Et même si, effectivement, vous avez été obligé de retirer la délibération, elle sera représentée devant le conseil communautaire dans les prochains jours. Le 25 ou le 26, tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est quelque part une victoire de notre part, puisque ça a démontré qu'il y avait la fiabilité aussi de la mise en place d'un marché public, et que quelque part, on était respectueux par rapport à cet équilibre. Après, le contournement ouest, et je me rappelle... J'allais vous en parler. Voilà. Alors, là aussi, ça a été, pour moi, c'était l'Arlésienne, mais c'est vrai qu'il y a à peu près un an de ça, quand on s'est retrouvé en préfecture, moi j'avais posé la question à l'État de savoir s'il avait inscrit le barreau, puisque c'est Vinci qui devait payer, il est inscrit, et aujourd'hui le contournement ouest est signé, va être signé. La seule difficulté, vous le savez, c'est la temporalité dans ce cheminement de ces projets. On va avoir, bien sûr, des recours. Vous savez très bien, déjà les associations vont prendre part à cette démarche, vont essayer de bloquer aussi... Bon, c'est la démocratie en même temps. C'est la démocratie, mais vous vous rendez compte depuis combien de temps ça dure? Si on prend encore 10 ans pour le faire, 40 ans. Et ça fait 20 ans, on n'aura pas résolu le problème de la mobilité, parce que tout est un problème de mobilité aujourd'hui, on le sait très bien. Donc voilà, c'est bien, c'est une première étape et on est tous contents. Et l'autre projet, c'est bien évidemment le rachat à l'État de la partie aéroportuaire de l'aéroport de Nîmes. Là, je crois que c'est vraiment le bébé de Franck, hein, c'est celui qui de Franck Proust, le président. Voilà, de Franck Proust, le président, c'est celui qui a mené d'ailleurs sur cet aspect-là toute la négociation. Il a bien fait. Maintenant, on espère que tout va bien se passer. On espère aussi que peut-être il y aura d'autres CCI, peut-être dans un PACA ou autre, qui pourront venir taper à la porte. Je crois que le jeu est lancé. On a mis en place l'acquisition. On a derrière des hectares qui ne tendent qu'à être construits. Des hangars en bord de piste. En bord de piste. Là aussi, on a mis tous les moyens en œuvre. Nécessairement, c'est de l'argent en termes d'investissement. Mais dans 15 ans, il y aura un auto-investissement qui sera nécessairement fructueux. Sécurité civile, si on arrive à faire un peu une démarche commerciale supplémentaire, avec un peu de légitimité, parce que le travail des intercos est important, il faut dépasser les limites administratives pour faire des choses aujourd'hui dans ce domaine-là. Le président fait bien le job, on en est content, mais on continue à assurer aussi derrière. Et pour terminer, il y a votre délégation à Nîmes Métropole aujourd'hui, puisque vous êtes en charge, et c'est un enjeu crucial, j'ai envie de dire, pour l'agglomération et pour ces prochaines années, c'est l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux sur les zones d'activité, il y a beaucoup d'enjeux parce qu'il manque encore du mètre carré, même si vous avez quelques bonnes nouvelles là. Il y a Magna Porta aussi, où des choses vont arriver. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'aménagement du territoire, mais en étant très concret pour ceux qui nous regardent? Planification. Ça passe par là. Je suis président du SCOT. Aujourd'hui, on a une loi qui s'appelle la zéro artificialisation nette, qui a été votée il y a 2 ans. D'ailleurs, lundi 18 mars, je vous invite à venir nous accompagner. On reçoit le sénateur Blanc avec 80 élus de l'agglomération et autres pour discuter de cette loi, pour la faire évoluer. Notre difficulté aujourd'hui sur cette loi, qui est une loi qui est pas trop mal pensée, mais comme chaque loi, elle doit s'adapter au territoire. Moi, je suis plutôt un Girondin qu'un Jacobin. Je me dis, on ne peut pas avoir la même loi, finalement, dans le Gers, que ce qu'on peut l'avoir dans le littoral. On n'a pas les mêmes demandes, on n'a pas les mêmes secteurs d'activité. Globalement, qu'est-ce qui est? On va faire une évaluation demain des hectares à développer. Nous verrons dans cette évaluation, on a convoqué les 82 communes du SCOT. Nous verrons ce qui nous restera à terme dans les 3 ans à venir.
il risquera de manquer des hectares. Donc c'est là où le législateur devra faire le nécessaire pour continuer le développement et le logement. Il faut savoir simplement qu'avec... Oui, parce que le développement économique, c'est quand même des emplois. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir qu'avec 60 hectares par an qui risquent de nous rester sur les 10 ans, ça fait 600 hectares sur les 82 communes, il va falloir faire du logement, il va falloir faire du développement économique, il va falloir faire des équipements publics, il va falloir faire de l'énergie renouvelable. Donc, quand on aura et en fait reconstruisant sur de l'ancien en plus. Ouais. Et donc, mais à un moment donné, je dis toujours, quand une entreprise viendra dans 3 ans et qu'on n'a plus rien à offrir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir. Donc il faut faire évoluer cette loi. Voilà. Martine, votre question à Frédéric Touzelier. Ma question, vous avez répondu tout à l'heure, en tant qu'agent immobilier et ayant malheureusement en ce moment des problèmes avec l'établissement foncier social foncier, donc vous avez payé 900 000 euros. 200. Vous aviez dit que vous aviez payé 900 000 euros de pénalité depuis le début. Ah oui, depuis 10 ans, voilà. Il y a plus d'un million même. Et aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certaines communes qui ne vont pas vouloir grandir pour ne pas dépasser ce seuil de 3500 ? Il y a certaines communes qui ne veulent pas venir déjà dans l'agglo pour ne pas être carencées. Ça, je vous le dis sincèrement. Voilà. Après, c'est vrai, elles ne voudront pas grandir parce que pour eux, dépasser 3500, c'est la carence. Il faut savoir que c'est un peu compliqué. On prend sur les stocks et pas sur les flux. Oui. Je prends un exemple. J'ai fait 180 logements, moi, en général, qu'en 10 ans. C'est pas beaucoup, 180. Et 180, j'en ai fait 40% de logements sociaux. Et je suis carencé alors qu'il en faut que 25%. Parce qu'on nous prend sur les stocks et pas sur les flux. Donc, pour répondre à votre question, Martine, c'est vrai que certaines se posent des questions. Éric, votre question à Frédéric Touzelier. Oui, pour rester un peu dans la thématique là, donc, précédente de l'Europe, là on a un président qui vient de sommer, c'est même plus les hauts fonctionnaires, c'est les cadres, maintenant on est la Startup Nation, de simplifier, d'être plus efficace. Bon, on se demande qui était à la tête de l'État depuis 7 ans, bon, ça c'est pas grave. Et là on va avoir des élections européennes. Vous qui êtes un élu de terrain, à l'agglo et surtout à la mairie d'une commune, qu'est-ce que vous demanderiez aux candidats, donc aux européennes, qu'il faudrait changer dans l'Europe, qui faciliterait, votre travail d'élu en priorité? Je demanderais d'abord à l'État français de simplifier, parce que, en fait, le paradoxe, c'est que l'État contraint encore plus que les normes européennes. La première des choses, surréglementation. Surréglementation. Ouais. Mais ça veut dire que c'est l'administration de l'État qui gère, même si un ministre vient, veut le faire. Il y a une structure qui s'appelle la Haute Autorité Environnementale, qui est le bras armé du président. Même un ministre ne peut rien faire. Moi, je le sais. Donc, simplification. D'abord, simplifions en France, première des choses, et après, nous verrons le reste. Frédéric Pastor, votre question à Frédéric Touzelier. Mais écoutez, je t'ai entendu parler de la prison. Tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Je sais que ça a été compliqué de monter ce dossier pour Nîmes Métropole, mais aussi pour la PIGE, pour le ministère de la Justice. Alors, une ouverture, d'après toi, selon toi, à partir de quand ? Une réunion il y a peu de temps, puisque j'ai la chance de suivre ce dossier aussi. L'ouverture est reculée d'un an et demi, quoi, ce sera 2028, en sachant que il y a toujours des problèmes de temporalité, il y a toujours des problèmes de recours. Donc 2028, on pourrait être opérationnel. Voilà. Mais bon, moi je mets ça avec un bémol. Mais nous serons prêts en 2028 sur les aménagements à faire. Je pense. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'il y avait des projets aussi que Franck Proust avait imaginé, avec notamment une entreprise, une grosse entreprise qui pourrait s'installer à proximité de cette prison. Est-ce que là, avec la préfecture, avec les services de l'État, vous êtes mis d'accord sur l'emprise de la prison? Parce qu'il y avait l'enjeu. Oui, alors ça a été un long débat, tu l'as dit Frédéric. Il y a le problème de nidation. Alors, on avait 82 hectares sur cette emprise. 28 ont été sacralisés parce qu'il y avait l'outar de Canapetière. Oui, donc il n'en restait que 60 environ. La PIGE a décidé d'en prendre 17 ou 18, je ne me rappelle plus exactement. Et donc il en restera une vingtaine pour créer un pôle. Sachant que là aussi, Nîmes Métropole va installer les réseaux avec la PIGE et une partie de ces réseaux financeront aussi la politique d'eau et d'assainissement de Générac qui a besoin d'une deuxième ressource. Donc c'est important pour nous aussi, au niveau de l'agglomération. Frédéric Touzelier, c'est à vous à présent. On switch, c'est à vous de poser une question à Frédéric Pastor. Frédéric, d'abord, est un ami et j'apprécie aussi son engagement pour les traditions, parce que c'est important, on le sait même dans nos communes. Simplement, je voudrais avoir ton avis sur les 10 ans à venir.
symptomatiquement, on voit que l'on soit attaqué, nos traditions. Oui. De quelle manière tu penses qu'on pourra s'en sortir avec les manadiers, en règle générale, et puis les éleveurs? Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui va être important de travailler au-delà de la pédagogie pour essayer de s'en sortir, pour éviter finalement je veux dire, le dumping des écologistes en règle générale? Frédéric Pastor. Alors, au-delà de ça, il y a un sujet d'actualité qui rejoint la problématique aussi des manadiers dans notre département, c'est l'état des abattoirs d'Alès, qui est aussi un sujet important. Le premier sujet qui me vient à l'esprit, c'est surtout la problématique des assurances. Et puis réglementer, je pense qu'il va falloir dans les mois prochains et dans les prochaines années, réglementer davantage tous les spectacles taurins de rue, de façon à protéger d'abord un maximum de personnes, le manadier et le maire. Aujourd'hui, tout le monde s'attelle à vouloir défendre les traditions, ce qui est tout à fait normal, mais elles sont attaquées justement parce qu'on voit encore ça et là beaucoup d'accidents. Et quand il y a un accident, aujourd'hui, le premier à qui on pense, c'est le manadier, et puis le second, c'est le maire, et ça, c'est pas possible. Et donc, automatiquement, en découlent des problématiques d'assurance. Et puis, je sais que tu es très, très au fait de la problématique. Tu t'es pas mal engagé aussi avec pas mal d'élus pour défendre cette problématique des assurances. Ça va être le credo, et le créneau dans les 2-3 prochaines années, c'est-à-dire conserver des compagnies d'assurance qui assurent, ce type de spectacle, les collectivités et les manadiers. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'engage un maximum. Quelques questions pour vous avant de donner la parole à mes sociétaires. Frédéric Pastor, bien évidemment, c'est les cartels de la feria de Pentecôte à Nîmes qui ont été présentés hier matin. Si vous deviez, en un mot, une phrase, définir ces cartels pour cette année. Qualité. Qualité parce que toutes les vedettes, Simon Casas l'a très bien dit, vous l'avez vu, Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, était ravi de voir d'abord la salle du conseil municipal qui était archi-comble. Et puis toutes les vedettes vont être là, mais si bien même que on a annoncé que la feria de Pentecôte, Simon Casas a donné quand même les grandes lignes. Il ne pouvait pas s'en cacher de la feria des vendanges, puisque Luque tuera 6 taureaux de la Quinta. Il y aura quand même un geste fort et un moment fort avec cette corrida de Margé qui sera hommage à Nimeño et qui verra la participation de Sébastien Castella. Puis il y aura d'autres choses, mais ce qui est surtout très très important, c'est que toutes les vedettes vont être tout au long de l'année, et puis la colonne vertébrale de la temporada 2024 va se construire autour d'un torero majeur qui est Sébastien Castella. Et puis c'est le grand retour d'Enrique Ponce également. En ouverture le vendredi, alors ça c'est quoi? C'est un coup alors c'est qui a pas été uniquement tenté. un coup, c'est une prise de confiance et de conscience de l'afición et du torero sur une arène qu'il aime beaucoup. Alors sa reprise est prévue pour le mois de mai, ce qui constitue une période. Il a annoncé il y a 6 mois de reprise et d'entraînement. Mais ce qui est important, c'est le coup de cœur de vouloir reprendre dans les arènes de Nîmes. Et je crois que ce jour-là, on ne devrait pas être trop loin du Noé Billeté. Voilà. Je pense le vendredi, le samedi, le dimanche, avec les vedettes qui vont s'affronter. Je pense surtout Rocareille avec Castella, avec un torero local, Rafi. La grande confrontation que tout le monde attend, qui est inédit dans les ferias qu'on peut voir s'annoncer, c'est voir Castella avec Ruffo. Donc voilà, je pense qu'il y aura une belle saison. Et puis il y a un lecteur qui dit, Monsieur Pastor, n'oubliez pas la course camarguaise du jeudi soir. J'allais en parler. Il le dit très justement. D'abord, on a tenu à annoncer la course camarguaise de la feria, mais aussi les courses de cet été. Nîmes, cette année, va compter sur la présence de la finale du Trophée des As. Donc ça, c'est sympa. Alors, je prends le flambeau, la ville de Nîmes prend le flambeau parce que l'année dernière, la finale du Trophée de Nîmes Métropole des concours d'abrivade était chez toi, à Générac. Cette année, on récupère le flambeau, on fait la finale à Nîmes, qui se déroulera la veille de la finale du Trophée des As. Il y aura une année, pour répondre à votre question, une année particulièrement axée sur la Camargue. On va faire revenir des manifestations, ce qui tient énormément à cœur à Jean-Paul Fournier, sur un quartier qui est la Placette, qui était un quartier emblématique. On va faire des concerts très sympas, notamment on a pu avoir la chance d'avoir un très 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 bon chanteur actuel, un très bon chanteur flamenco qui s'appelle Jean Capino, qui est un chanteur de Jerez et qui sera à Nîmes le dimanche soir. Donc vous en avez la primeur, vous voyez. Et donc les grands amateurs de flamenco
seront très très heureux. On aura 3 belles courses entre le mois d'août et la veille. On a rajouté une date la veille de la finale du Trophée des As. Beaucoup d'animations. Le taureau présent, parce que comme tu le dis très justement, on a à cœur de défendre un maximum les traditions. Et puis une particularité aussi cette année, c'est que, mais ça je laisserai mes collègues en parler dans quelques temps, mes collègues Sophie Roule et Daniel Jean Valade sur l'anniversaire de Frédéric Mistral et la cause de Frédéric Mistral. Il faut savoir que Frédéric Mistral en 1894 a été le premier à défendre la tauromachie. Il a été manadier, voilà, c'est quelqu'un qui a été très très investi, tout par de là j'ai envie de dire. Le Camino de la Camarde, c'est l'écriture de Baroncelli selon l'impulsion de Mistral. Donc il y avait pas mal de choses sympas et inédites. Est-ce que c'est aussi parce que l'année dernière, il faut le dire, l'affluence a été bien plus forte dans les arènes de Nîmes, qu'il y a eu une volonté de confirmer les bons scores de l'année dernière? Oui, vous avez raison de le préciser. C'est aussi pour ces raisons qu'on annonce tout relativement tôt. Et je crois que ça n'a pas été un phénomène. Je crois que si je prends en compte la participation du public depuis ce début de saison dans les arènes, ça se maintient toujours. Exactement. Il y a du monde en Espagne, il y a du monde dans les villages. J'ai vu les premières courses. Il y avait du monde dimanche dernier à Pérol. Il y a du monde à Saint-Laurent. Il y a un vrai retour. Il y a un vrai retour. En un mot sur le festival de Nîmes, parce que l'affiche est très alléchante, de nombreux concerts qui vont démarrer beaucoup plus tôt cette année, mais surtout on est halluciné par les chiffres de vente, puisqu'on vient de passer les 130 000 billets vendus dans les arènes pour les différents concerts. Comment on explique cet engouement une nouvelle fois pour la place nîmoise? Nîmes, lieu incontournable pour assister à des concerts. Il y a le spectacle avec une offre d'artistes qui est très important, et puis ensuite il y a l'offre globale, la façon dont le public peut aller aux arènes, se restaurer, être logé. C'est un tout. On dit que cette année il y a une coloration très hip-hop, très rap, c'est vrai? Non, je trouve que cette année c'est très varié. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, il y en a surtout pour les jeunes, il y en a pour les moins jeunes, pour les nostalgiques. Eric Clapton, bien sûr. C'est lui que vous faites. Et puis peut-être de date encore. J'allais vous en parler. Vous voyez que c'est vous qui me mettez l'eau à la bouche. Puisqu'on me dit qu'il y a une grande star internationale qui devrait venir dans les arènes de Nîmes. Si vous voulez, l'année dernière, vous savez, quand on finit le festival, c'était Adam Productions, quand on se réunit, l'idée c'est de se dire, bon, alors cette année ça a été super, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Et puis on ne sait jamais qui c'est qui tourne. On ne sait jamais qui c'est qui tourne. Cette année, le festival a été annoncé à 90%, très très trop. Au 15 novembre, il y avait la structure du festival qui était annoncée. Et surtout avec en plus des dates famées. Exactement. Donc, ce qui reste, c'est qu'on sait très bien que tout se boucle fin mars. On me dit que 25 mars, on annoncera cette date, 24 ou 25 mars. Alors, moi, j'ai deux idées. Je vous en donne une. Je tente d'en donner une. On me dit peut-être le groupe ACDC. Non, mais là, je pense que vous êtes très amateur, Abdel, très amateur de musique, et vous regardez qu'ils ont fait une tournée très dense. Ils ont une tournée en Europe du Nord qui est assez hallucinante dès le mois de mai, et une très grosse date aussi le 29 mai à Séville. Donc tout le monde s'est dit, oulala, ça y est. Je peux pas en parler. Bon, très bien. L'idée, on le saura très voilà, bien. Le festival, en fait, la raison elle est simple. Le festival, c'est pratiquement annoncé fin novembre, et on sait très bien que jusqu'au mois de fin mars. Mais si j'inverse un peu le principe, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi des artistes, y compris des artistes internationaux, qui veulent venir à Nîmes aujourd'hui? C'est le cas de Clapton, Macklemore, Clapton, Offspring. C'est un passage obligé. Quand vous regardez la façon dont il se produit sur des stades à 60, 80 000, nous, la jauge est beaucoup moins importante. Mais c'est une autre configuration, et donc c'est un passage obligé. Il y a Chaka Ponk qui vient, qui finit. Chaka Ponk, le 14, qui termine finalement sa carrière. Exactement. C'est un des premiers complets. Et on dit un mot très rapidement sur la chanson de l'année, parce que là aussi, la chaîne de télévision TF1 est de retour dans les arènes de Nîmes pour son concert annuel de la chanson de l'année à l'occasion de la fête de la musique. Là aussi, je crois qu'on a déjà, nous, on reçoit déjà des mails, on reçoit déjà des appels pour dire comment on aura des places. C'est normal. Vous pouvez rassurer les gens qui nous regardent, qui vont regarder demain, après-demain cette émission, juste pour leur dire, oui, la ville de Nîmes, vous inquiétez pas, c'est prévu. On fera savoir assez rapidement le mode de distribution pour éviter ce qui nous allez encore créer beaucoup de frustration, vous le savez. Des queues de 150 mètres linéaires devant la mairie pour venir chercher les places. C'est un spectacle important parce que c'est un spectacle gratuit, et
ça donne la possibilité à des personnes d'aller aux arènes pour ceux qui n'en ont pas la possibilité. Donc c'est quelque chose de très important, et puis en plus ça a un focal très important en termes de publicité, et on voit la ville filmée d'une façon remarquable. Et puis les festivités à Nîmes, ça démarre en réalité, dans quelques petites semaines, avec la semaine romaine qui arrive. Les journées romaines, le week-end du 12 avril, le Feriart avec le printemps de la fiction aussi, on va très vite enchaîner. La semaine avant, notre collègue Sophie Roule avec la contemporaine. Donc c'est une année, moi je l'avais dit l'année dernière au mois d'octobre, chez vous, ce qui me ravit, c'est que toutes les collectivités ont réduit la voilure, et nous cette année, on a fait l'inverse, on a élargi. Voilà. Eric, votre question à Frédéric Pastor. Déjà une remarque aussi par le succès donc de ces festivités, c'est aussi l'amphithéâtre de Nîmes, oui. qui est le mieux conservé au monde. Ceci dit, sans chauvinisme, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut utiliser ce monument de spectacle pour. Mais on peut le dire, Eric, on est très fiers de nos arènes. Franchement, il faut le dire. On va dire. Non, mais c'est vrai. Enfin, on pourrait les comparer seulement à l'amphithéâtre de Vérone, qui aussi donc a une grande scène lyrique dans ses arènes. Mais bon, il y avait 250 amphithéâtres dans le monde romain, il n'y en a plus beaucoup comme Nîmes qui peuvent offrir ça. Donc je pense que c'est important à dire, et ça fait partie vraiment de notre patrimoine matériel et immatériel, quoi. Et donc par rapport à ça justement, donc de patrimoine immatériel et de tradition, donc on a vu que la tauromachie a été attaquée, donc il n'y a pas très longtemps sur le plan législatif. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger à la fois par rapport à l'Europe de cette remise en cause qui c'est vrai que c'est une tradition qui n'est pas très bien comprise au-delà, on va dire, de l'Ardèche, quoi. Donc, parce que c'est quand même spécifique. Et d'autre part, est-ce que vous pensez que, parce que les deux questions sont un peu liées, l'Europe, mais aussi est-ce que ça sera aussi cette question un enjeu des prochaines municipales par rapport aux prises de position de certains partis politiques par rapport à ça? Si je me permets juste de rajouter un tout petit point, il y a quand même une question, parce qu'on en a parlé cette semaine sur Objectif Gare, il y a aussi la Chambre régionale des comptes qui va s'intéresser à la partie financement de la corrida et du monde de la tauromachie. Saisi par le crack, tout à fait. Je réponds en quatre phases, si vous me le permettez. D'abord, vous avez raison de signaler qu'il y a un engagement de cette municipalité sous l'impulsion de Jean-Paul Fournier depuis son arrivée sur l'entretien et la restauration d'un édifice et d'un équipement qui est dans un état de conservation remarquable. Ça, vous avez raison de le préciser. Sur le plan, je ne pense pas que la tauromachie fasse débat sur le prochaine échéance municipale. En revanche, je vous suis sur la problématique de l'Europe. C'est vrai que certains, comme on les appelle, les petits costumes gris, les petits européens, les administratifs, qui forcent la main de l'exécutif à Bruxelles, ont peut-être des fois de mauvaises intentions. Alors c'est vrai que là, peut-être des fois, le danger peut venir. Oui. Martine, votre question à Frédéric Pastor. Il ne va pas être content de ma question. Le Biterrois Sébastien Castella revient le 18 et le 19 mai, après 3 ans pratiquement d'arrêt. Vous ne pensez pas que ça va faire trop de corrida? Mais non seulement ça fait pas trop, mais ils viennent 2 fois à la Feria de Pentecôte et il viendra 2 fois à la Feria de Vendange. Oui, non, mais moi je parlais de celle de Pentecôte. Hein. Non, je pense pas. L'année dernière, c'est un torero qui a triomphé dans toutes les férias. Madrid, Séville, Lima, Mexico. Un retour avec un arrêt de plusieurs temporadas, c'est pas évident de faire ce qu'il a fait. C'est pour ça que... Donc l'année dernière, elle a fait une saison remarquable. Moi, je crois que c'était une bonne saison, une bonne raison, de le programmer autant de fois cette année sur des jours sur lesquels il va être réellement en compétition. Eh oui. Merci beaucoup, merci à nos invités d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans quelques